Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées à la suite de la vidéo précédente sur la lactofermentation. Donc on va commencer tout de suite puisque à la fin de cette vidéo je vous montrerai une autre recette de lactofermentation avec du chou cette fois. Alors la lactofermentation pour le chou c'est quelque chose de très connu puisque c'est comme ça qu'on fait la choucroute. À savoir que beaucoup de gens pensent que la choucroute eh bien ça se mange uniquement cuit en choucroute donc, mais on peut aussi manger le chou lactofermenté cru en salade, c'est super bon. On peut aussi l'intégrer dans des salades en mettant quelques cuillerées dans une salade composée, par exemple une salade de pommes de terre, ça se marie très bien avec. Donc c'est vraiment une bonne façon d'utiliser le chou et de le conserver. Mais sans plus attendre, on passe aux réponses à vos nombreuses questions et puis je vous montre ça après pour le chou lactofermenté. Alors, question de Bénédé. Est-ce que ça pourrait se faire, donc la lactofermentation, avec des tomates, des courges ou éventuellement certains fruits? Alors, techniquement, on peut faire de la lactofermentation avec tous les légumes et même avec des fruits, avec de la viande, avec des œufs, avec du poisson, avec tout un tas de choses. Mais faut savoir que certains légumes s'y prêtent plus que d'autres et c'est aussi une question de goût, bien sûr. Puisque la lactofermentation, elle va quand même modifier le goût des aliments. Elle va donner un petit goût acidulé aux aliments, comme par exemple des cornichons marinés dans du vinaigre. C'est un peu ce genre de goût. Et il faut aimer ça et je trouve que... Personnellement, je trouve que ça va pas forcément avec tous les légumes. Concernant les fruits, ça peut se faire, mais c'est généralement pas très apprécié, puisque comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la lactofermentation, ça consiste à favoriser le développement de bonnes bactéries qui vont transformer les sucres, donc les glucides, en acide lactique. Donc du coup, on perd le côté sucré. Du coup, pour les fruits, c'est un petit peu dommage. Je trouve que la conservation sous forme de confiture ou de compote ou de fruits séchés, c'est quand même plus intéressant que de faire de la lactofermentation avec les fruits. Alors deuxième question, question d'Isabelle. Bonjour Maude, merci pour cette vidéo, de rien. Est-ce que tu stérilises tes bocaux avant de les remplir et est-ce que tu réutilises les joints caoutchouc plusieurs fois ? Alors, concernant les bocaux, non, je les stérilise pas. Pour moi, ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucun sens. Je me contente de bien les laver, bien sûr, et de bien les rincer, mais je les stérilise pas puisque la lactofermentation va créer un milieu acide qui empêche le développement des micro-organismes responsables de la dégradation des aliments. Du coup, il n'y a rien qui pourra se développer dans ce milieu acide et donc ça n'a pas d'intérêt de stériliser les bocaux. Pour moi, c'est une perte de temps. Donc, je ne le fais pas. Concernant les joints en caoutchouc, par contre, contrairement à la stérilisation où c'est vraiment important d'utiliser des joints neufs à chaque fois pour assurer l'étanchéité des bocaux et des conserves. Donc ici pour la lactofermentation c'est pas du tout indispensable de changer le joint à chaque fois, on peut réutiliser des joints usagés puisque l'intérêt c'est pas de rendre la conserve parfaitement étanche, c'est vraiment l'acidité qui permet sa conservation. Donc les joints on peut les réutiliser, il n'y a pas de problème là-dessus, ils vont simplement servir à permettre le dégagement de gaz qui est produit par la fermentation et au surplus de liquide de s'évacuer. Voilà, donc les joints servent à ça, mais tant qu'ils ne sont pas abîmés, en fait on peut continuer à les utiliser même s'ils ont déjà été utilisés, puisque ici le but c'est pas de rendre la conserve complètement étanche, ce serait même plutôt le contraire en fait. Alors ensuite, question d'Audrey. Merci Maude, de rien, c'est toujours très intéressant, merci. J'aurais une question car j'en ai jamais fait. Quand la lactofermentation est finie et que tu veux ouvrir le bocal, si tu n'utilises pas complètement l'aliment, faut-il laisser la saumure et faut-il la laisser dépasser au-dessus des aliments? Alors oui, il faut garder la saumure quand on garde un bocal entamé et il faut faire en sorte bien sûr que les aliments restent immergés dans la saumure, c'est ce qui permet leur conservation. Alors ensuite, question de Daniel de la chaîne Les Jardins d'Olon. Très chouette vidéo. Petite question, quels sont les légumes qui s'adaptent à ce mode de conservation? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, techniquement on pourrait faire de la lactofermentation avec pratiquement n'importe quoi, légumes et même d'autres choses. Par contre, je trouve personnellement que ça ne s'adapte pas à tous les légumes. Pour une simple raison, encore une fois comme je l'ai dit juste avant, la lactofermentation change le goût des aliments, elle donne ce goût acidulé qui rappelle les cornichons marinés dans du vinaigre ou les aliments marinés dans du vinaigre, donc c'est pas forcément bon avec tous les légumes et c'est aussi bien sûr une question de goût.
Donc ce que je peux dire, c'est que pour ma part, j'aime bien le faire avec tout ce qui est légumes racines, betteraves, carottes, topinambour et lentilles. J'aime bien aussi le faire avec le chou, hein, qui bien sûr s'y prête particulièrement. C'est comme ça qu'on fait la choucroute, on en a parlé plus tôt. J'aime bien aussi avec les haricots par exemple, à manger ensuite cru en salade. C'est vraiment super sympa. Après, il y a d'autres choses pour lesquelles personnellement j'aime moins. Mais c'est à vous d'essayer pour voir ce que vous aimez. On peut le faire aussi avec des courgettes, avec des concombres, avec bien sûr les cornichons, hein. C'est comme ça qu'on faisait avant de prendre l'habitude de les faire mariner dans le vinaigre. On les faisait en lactofermentation. Donc voilà, on peut faire vraiment plein de choses en lactofermentation, mais c'est aussi une question de goût. Et si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille de faire des petits bocaux avec différents légumes pour goûter ce que vous aimez, pour trouver aussi la bonne façon de les utiliser dans vos plats. Et ça vous permettra de déterminer les légumes avec lesquels pour vous c'est le plus intéressant d'utiliser cette technique de conservation. Alors une autre question qui est revenue à plusieurs reprises, est-ce que le sel gris non iodé, non traité, non fluoré dont je parle pour faire la saumure de la lactofermentation, est-ce que ce sel gris on le trouve dans n'importe quel supermarché? Et la réponse est oui, hein, on en trouve dans n'importe quel supermarché. Le plus important c'est de bien lire les étiquettes pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre que du sel dans votre sel gris, c'est-à-dire non seulement pas d'iode, de fluor, mais surtout pas d'additifs, puisque certains additifs, notamment les anti-agglomérants qui sont parfois utilisés, ils se dégradent en milieu acide et ils donnent un mauvais goût aux conserves. Donc a priori c'est pas toxique, mais c'est pas très bon. Donc voilà, assurez-vous que dans votre sel, il n'y a rien d'autre que du sel, c'est toujours précisé sur les étiquettes. Une autre question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est de savoir si les légumes lactofermentés, on les consomme crus ou cuits, une fois que la lactofermentation est terminée. Alors on peut les manger crus ou cuits. Évidemment, crus, ils conserveront toute leur qualité nutritive, toutes les vitamines, tous les minéraux, etc. Et aussi les prébiotiques, probiotiques et enzymes contenus dans les légumes fermentés. Mais vous pouvez aussi les faire cuire. Par exemple, c'est le cas de la choucroute. Hein. La choucroute, c'est du chou lactofermenté. Et en général, on la mange cuite, même si c'est aussi très bon cru en salade. Alors encore une fois, il y a eu plusieurs questions sur le fait de savoir s'il fallait utiliser les légumes crus ou cuits pour les lactofermentés, c'est-à-dire les cuire ou les blanchir avant de faire nos conserves, et aussi de savoir si on utilise la saumure froide ou chaude ou bouillante. Alors là c'est simple, vu que la lactofermentation, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça consiste à favoriser le développement de bonnes bactéries qui vont transformer les sucres contenus dans les légumes en acide lactique. C'est important de ne pas tuer ces bactéries qui sont naturellement contenues dans les légumes. Si vous les cuisez, si vous les blanchissez ou si vous utilisez de l'eau bouillante, vous risquez de tuer une partie ou toutes ces bactéries qui sont indispensables au processus de lactofermentation. Et en plus de ça, vous allez aussi dénaturer vos légumes, leur faire perdre une partie de leur qualité nutritive, ce qui est vraiment dommage. Donc en fait, non, la lactofermentation, on le fait vraiment avec des légumes crus et on utilise de la saumure froide. Alors j'ai une question de Nathalie aussi au sujet des joints des bocaux. Elle me disait que sur le second bocal que je montre dans la vidéo, j'avais pas mis de joint et du coup elle se demandait s'il fallait en mettre un ou pas. Alors en fait sur le second bocal il y a bien un joint, hein, c'est simplement que c'est pas un joint orange comme on en voit souvent, c'est un joint en caoutchouc transparent, donc on le voit pas forcément bien sur la vidéo, mais il y en a bien un et oui il faut en mettre un. Le joint, il va tout simplement permettre au gaz produit par la fermentation de s'évacuer, à l'excès de liquide de s'évacuer, sans faire entrer d'air extérieur, puisque la lactofermentation, c'est un processus anaérobie qui se fait donc en l'absence d'oxygène. Voilà, donc le joint est important pour ça. Le but, c'est pas de rendre la conserve parfaitement étanche, mais de permettre au gaz de s'évacuer, au liquide de s'évacuer, le tout sans faire entrer d'air. Là encore, vous avez été plusieurs à me demander où j'avais trouvé l'appareil que j'utilise pour émincer les betteraves dans la vidéo, hein, cet appareil qui permet de les découper en tout petits morceaux très rapidement. Je ne sais pas où il a été acheté puisque c'est ma maman qui me l'a offert, mais sachez qu'on en trouve facilement sur internet. Alors je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo précédente, je vous le remettrai là en dessous. C'est un exemple, vous pouvez en trouver sur plein de sites. Là je vous ai mis un lien parmi d'autres, mais sachez que vous pouvez en trouver facilement sur internet de ces coupes légumes, hein. Ça se trouve un peu partout.
Alors ensuite, une question de Jean-Pierre au sujet des vitamines. Quand j'ai dit dans la vidéo précédente qu'un légume fermenté contenait plus de vitamines que le même légume cru, il me demandait pourquoi, s'il y avait une explication scientifique. Alors oui, effectivement, il y en a bien une. Je suis pas spécialiste de la question et je suis pas nutritionniste, mais d'après ce que j'ai compris, certaines bactéries et levures créent des vitamines pendant le processus de fermentation et c'est la raison pour laquelle un légume fermenté contient plus de vitamines que le même légume frais. Alors pour la petite info, à savoir que les légumes fermentés contiennent également des prébiotiques, des probiotiques et des enzymes qui rendent les aliments plus digestes aussi. Donc c'est vraiment intéressant, hein, la lactofermentation, c'est vraiment une méthode de conservation intéressante puisqu'elle va, contrairement à la stérilisation, améliorer la qualité nutritive des aliments. Donc voilà, là encore une question de Patrice qui rejoint une question qui a été posée plusieurs fois. Peux-tu me dire comment on mange les betteraves? Faut-il les faire cuire ensuite ou les consommer telles quelles? Personnellement, je les consomme telles quelles. Hein. Je prends 2 ou 3 cuillerées de petites betteraves fermentées que j'ajoute dans des salades composées. Par exemple, dans une salade de pommes de terre, c'est super bon. Si c'est une salade de pommes de terre nouvelle du jardin, c'est encore meilleur. Voilà, c'est comme ça que je les consomme. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les légumes lactofermentés peuvent être consommés crus ou cuits. Simplement, évidemment, si vous les consommez crus, vous conserverez, vous préserverez toute leur qualité nutritive, alors que certaines seront détruites à la cuisson si vous les faites cuire. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein. J'ai répondu aux questions qui ont été posées le plus de fois et les questions les plus importantes à mon avis. Je crois que j'ai rien oublié. Toutefois, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans l'espace commentaire. Et puis je vous propose maintenant de vous montrer comment je fais le chou lacto-fermenté. Alors là encore, il y a plusieurs façons de faire. Ici, aujourd'hui, je vais le faire nature, c'est-à-dire sans rien ajouter à l'intérieur. Mais sachez que vous pouvez aussi ajouter des aromates, des épices, tout un tas de choses dans vos bocaux en lactofermentation. Quand je fais du chou lacto-fermenté, j'ajoute quelquefois des graines de moutarde ou des graines de coriandre ou des clous de girofle, etc. On peut ajouter plein de choses, hein, vraiment tout ce qu'on veut. Ici, je le fais nature pour une bonne raison, parce que ça va me permettre de l'utiliser exactement comme je veux, que ce soit cru en salade ou cuit façon choucroute ou cuit avec des pommes de terre et des saucisses par exemple. Enfin bon, le chou lacto-fermenté, j'en avais fait quelques bocaux l'année dernière. On en a mangé pendant tout l'hiver, on s'est régalé et du coup c'est pour ça que cette année j'ai planté beaucoup de choux et que je vais à nouveau ressemer des choux maintenant pour pouvoir les récolter à l'automne et pour pouvoir profiter tout l'hiver de nos choux lacto-fermentés. C'est vraiment mon mode de conservation principale pour tout ce qui est choux, notamment les choux cabus. Voilà, donc là je vais aller prendre celui qui est derrière là-bas parce que je vois que sa pomme a commencé à éclater un petit peu. Donc je vais aller le chercher. Voilà, beau bébé. Ah, vous voyez, là ça commence à s'abîmer, donc c'était bien le moment de le récolter. Donc là, je vais retirer toutes les grandes feuilles pour ne garder que la pomme. Et puis après, je vais retirer sur la pomme toutes les feuilles qui sont un petit peu abîmées, qui ont des traces marron, etc. Et ensuite, je coupe le chou en 4 pour retirer le trognon qui est au centre. Et puis après, je vais couper ça en gros morceaux pour pouvoir l'émincer au couteau. Alors, on peut aussi émincer à la mandoline, hein, si vous en avez une qui est adaptée. Moi, personnellement, je trouve que finalement, ça va presque plus vite au couteau. Et ça me dérange pas que les lanières soient un peu épaisses.
j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.